Allez, c'est le moment de dire bonjour à YouTube. Bonjour YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour le SmackDown Recap de cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 juillet 2025. Nous étions à San Antonio dans le Texas. Et en préambule de cet épisode, je vous rappelle juste que AJ Styles sera du côté de TNA pour Slammiversary. Ça fera plaisir aux gens de TNA. Il va se passer pas mal de choses. Unification peut-être des championnats NXT féminin et du championnat des Knockouts. Donc nouveau week-end un peu historique en quelque sorte pour WWE et ses partenaires. On va galérer nous à transitionner sur cet épisode de SmackDown parce que ceux qui étaient avec nous sur Twitch, on a regardé du catch congolais. Et évidemment passer après le catch congolais pour parler de SmackDown, ça risque toujours d'être un petit peu délicat. Alors, pour commémorer ce moment, bien évidemment, je vous invite à vous déplacer le 25 juillet en masse au Megarama d'Arras où on diffusera le show BZW. Les jeux sont faits avec Baron Corbin, le grand main event entre Joseph Fenech Jr. et Trent fucking Seven. Je serai disponible pour un Q&A, pour des sessions dédicaces et tout ça. 25 juillet, Megarama d'Arras. Voilà, comme ça j'ai fait aussi mon petit rappel. Et maintenant, il fait chaud, parlons de SmackDown. Hop. Ce soir, au programme de cet épisode de SmackDown, la signature de contrat. C'est devenu une signature de contrat désormais entre Cody Rhodes et John Cena pour officialiser SummerSlam. On est post-WWE Evolution, mais là, à SmackDown, il n'y a pas eu le gros callback à WWE Evolution. Ça a été un épisode un petit peu moins porté sur cette chose-là. Ouh là là! Par contre, important, cet épisode ne va pas s'ouvrir avec les traditionnels catcheurs qui remontent l'arène parce qu'il y a eu un accident de voiture, visiblement. Et là, il y a eu une espèce d'attroupement. Il y a Adam Pearce pour son premier jour de travail à SmackDown qui vient remplacer Nick Aldis pour des raisons qui ne nous ont pas été dévoilées. Il doit remplir des constats, le frérot. C'est très compliqué. Il y a la police qui est sur place, et il y a surtout des victimes dans cet incident. Et la grosse victime, c'est Tanga Loa. Oh non, Tanga Loa qui va peut-être être obligé de remettre le cache-œil. Tanga Loa, ouvert à l'arcade dans cet accident de voiture. Qui est le responsable de cet accident de voiture? On voit juste des voitures embouties. Et ça sera un peu le fil rouge pour cet épisode. Solo Sikoa, il est en train d'expliquer. On était en bagnole, on n'a pas compris ce qui s'est passé, on nous est rentré dedans. Tanga Loa, il s'est effondré. Il y a Talatonga qui est là, Jean-Claude Matteo, Adam Pearce, il a du mal à se faire comprendre. On se voit également en arrière-plan qu'il y a Montez Ford, Angelo Dawkins et Bifab. Sont-ils impliqués quelque part? Je pense qu'ils font juste les figurants parce que ils vont jamais faire quelconque référence aux Street Profits qui sont présents sur cet angle. Et surtout, il y a Katie Kelly. Katie Kelly en intervieweuse investigation. Elle vient demander à Adam Pearce qu'est-ce qui se passe. Adam Pearce, il est totalement dépassé par les événements. Et il y a un homme qui ne perd pas le nord. Cet homme, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes, il est venu chercher le contrat en avance. Il fait pendant que tu es en train de gérer tes constats là, est-ce que tu peux me filer le contrat que je dois signer avec John Cena? Je voudrais regarder 2-3 petits trucs. Et on se revoit un petit peu plus tard. Adam Pearce, de toute façon, il lui a dit vas-y, prends le contrat, on verra bien. Donc, Cody Rhodes ne perd pas le nord. On est parti pour le gros du programme de l'émission. Je vous rappelle, fil rouge évidemment, des accidents de voiture. Ça va tenir bien évidemment les gens en haleine. Charlotte Flair, qui a toujours son t-shirt On n'est pas amis avec Alexa Bliss. Elles ont perdu à Evolution le combat four-way tag, mais cependant, Charlotte Flair, il dit on a perdu. Mais on n'a peut-être pas tout perdu au final parce que j'ai le bras long. Et Charlotte Flair explique à Alexa Bliss que pour des raisons qui ne nous sont pas expliquées, elles ont une nouvelle opportunité de challenger les championnes par équipe Raquel Rodriguez et Roxanne Perez à SummerSlam. Et là, Alexa Bliss, elle fait t'as fait comment? Bah je vais pas te dire, je vais pas révéler tous mes secrets non plus. Dans un instant, je vais aller affronter Raquel Rodriguez. Alexa Bliss se propose de faire du cheerleading. Elles ont un nom officiellement, désormais elles s'appellent les Alliés de Circonstance. C'est noté dans le dos du t-shirt, les Alliés de Circonstance. Et un détail qui ne vous a pas échappé en arrière-plan. La championne des États-Unis, Julia, est en pleine discussion avec celle qui revient à la WWE après sa longue convalescence, Kiana James. On sait pas. C'est tout ce qu'on verra de Julia. Il n'y aura pas de Zelina Vega, il n'y aura pas de following direct à l'élimination de Julia dans la bataille royale de Evolution par Zelina Vega. Juste, elle parlait avec Kiana James en arrière-plan. Ils viennent renforcer la division féminine qui n'a plus le temps désormais. L'épisode de SmackDown ne dure plus que 2 heures. On fait apparaître les gens en arrière-plan. Donc ça, ce match-là, il est un petit peu tombé du chapeau. Alors c'est un peu dommage de ne pas avoir pris le temps cette semaine à SmackDown de faire un combat qualificatif pour déterminer des aspirantes au titre. On est aspirante numéro 1 au titre par défaut. Mais on a une place à SummerSlam. Tout va bien. Charlotte Flair fait son arrivée au ring accompagnée d'Alexa Bliss qui fait du cheerleading. C'est un petit peu marrant, c'est sur la séquence juste après. Charlotte Flair, elle pousse Alexa Bliss. Elle fait vas-y, arrête, t'en fais trop. Voici Raquel Rodriguez, la patronne. La patronne accompagnée de Roxanne Perez, évidemment, leur championnat. Tu sais, j'essaye d'un petit peu de me justifier pourquoi elles sont à SmackDown. Les championnats par équipe féminin, on le sait, c'est un petit peu un passe-droit pour aller sur les shows
de son choix. Charlotte Flair contre Raquel Rodriguez, c'est un petit combat qui va durer 9 minutes. Pas grand chose à signaler. C'est une opposition assez rare. On n'a pas vu un milliard de Charlotte Flair contre Raquel Rodriguez dans mon souvenir. Donc c'était un petit peu frais sur le papier. Évidemment, il va y avoir un petit peu de pollution à l'extérieur du ring. Roxanne Perez, elle va vouloir s'en mêler. Alexa Bliss, elle va la faire fuir pour que ça reste assez clean. Il va y avoir une grosse domination derrière de Raquel Rodriguez. Charlotte Flair, elle va amener les comebacks. Et en toute fin de match, quand Charlotte Flair était probablement sur le point de capitaliser, Roxanne Perez est montée aux abords du ring. Charlotte Flair est allée s'en occuper. Et dans le dos de l'arbitre, Alexa Bliss va venir porter une guillotine à Raquel Rodriguez. Et Charlotte Flair va lui porter derrière un super kick et lui mettre le roll-up le plus puissant de l'univers. Il y a eu un super kick pour moi, ce n'est pas une roll-up zone. Il y a eu un super kick avant pour justifier d'un roll-up. Ok. 1, 2, 3. Victoire de Charlotte Flair. Prend du momentum sur les championnes. Et Charlotte Flair qui réalise qu'elle a reçu l'aide d'Alexa Bliss. On n'avait pas fatalement besoin, mais pour autant, les deux femmes vont être complices à la fin de l'épisode, à la fin de ce segment. Elles vont faire un petit cœur comme ça, toutes les deux avec les doigts. Voilà. Hop, petit cœur. On verra si elles sont sur la même longueur d'onde par la suite. Ah, on me dit roll-up zone dans le chat. Ah, pour moi, il y a eu super kick avant. Il y aurait eu juste guillotine, roll-up, j'aurais crié à la roll-up zone. Mais là, il y a eu le super kick. Elle a déjà gagné des matchs avec des coups de pied, Charlotte Flair, donc je trouve ça passe. Oh là, poursuite du fil rouge. Les policiers qui étaient sur place au moment de l'incident sont convoqués par Adam Pearce. Et les policiers réclament Adam Pearce, ils lui disent « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger pour votre émission de catch favorite. » Voilà, il parle comme Michel. On a besoin d'avoir une déclaration d'un des suspects. Le suspect numéro 1 est probablement le catcheur de type Jacob Fatou. Est-il dans les parages? Alors Adam Pearce, il est un petit peu gêné, il fait oui, et Jacob Fatou, ah merde, il s'est mis dans un sale drap. Je vais essayer de vous le trouver, suivez-moi. Et là, comme par hasard, il y a Jacob Fatou qui faisait rien. Il attendait dans un coin dans le couloir. Jacob Fatou, tout sage. Monsieur Fatou, vous êtes suspecté d'être rentré en collision avec votre véhicule sur celui de messieurs Sikoa et confrères de type Samoa qui ne sont pas Samoa. On aimerait vous poser des questions. Jacob Fatou, il fait non, la police, je connais bien, merde. Donc il va être embarqué. Embarqué au poste, hop, interrogatoire. On va pas voir l'interrogatoire, malheureusement. Il a eu des flashbacks, Jacob Fatou. Attention. Restez, vous saurez tout derrière. Service de police incroyable. Alors, Tiffany Stratton et Jade Cargill, pour construire leur programme, ils ont décidé de faire un pro package. Voilà, dans ce pro package, on a une Tiffany Stratton championne qui étale ses succès en se vantant d'être l'underdog qui a réussi à overachiever en quelque sorte. On m'attendait pas à ce terrain-là, mais j'ai battu Charlotte, j'ai battu Nia Jax, j'ai battu Trish Stratus. Prenez-moi au sérieux. Et Jade Cargill, rien à foutre. Dans ses réponses, Jade Cargill, c'est juste une tempête arrive, elle va tout écraser sur son passage, peu importe l'adversaire, elle va devenir la nouvelle championne. Pro package. Après, je vois pas comment on peut build le programme autrement. Les deux femmes ont eu à peine des interactions entre elles. Il n'y a pas de backstory. C'est juste un duel d'ego entre deux babyface approximatifs. Pour l'instant, pas d'application de Bianca Belair. Je m'attendais à plus à ce qu'on voit du Bianca Belair et du Jade Cargill cette semaine à SmackDown. Bianca Belair totalement absente de cet épisode. Plus tôt dans la journée, Damian Priest, qui la semaine dernière s'est fait coucher par Aleister Black après son coup de pied suite au combat contre R-Truth, qui n'est pas là de cet épisode. Damian Priest, justement, il aimerait trouver Aleister Black et lui dire deux mots. Il va croiser Carmelo Hayes, il va dire à Carmelo Hayes, t'as vu Aleister Black? Il va dire, même si je savais où il était, je te le dirais pas. Ah, tu veux la jouer comme ça, Carmelo Hayes? Et en fait, Carmelo Hayes, il route totalement pour lui. Il provoque un petit peu Damian Priest. Damian Priest, il lui dit, attends Carmelo, toi et moi, on va s'affronter. Et je veux que t'aies la même énergie, justement, que dans ta manière de me défier, là, comme ça, de me manquer de respect. Je veux que t'aies la même énergie tout à l'heure dans le ring. Et Carmelo Hayes, il est bien content, parce qu'il a de ce fait son opportunité face à Damian Priest. Carmelo Hayes qui catch assez peu, il a réussi à le provoquer. Et derrière, on va avoir un bon match de catch qui va durer 9 minutes. Et j'ai été agréablement surpris. Non, ça je suis pas surpris parce qu'évidemment, après qu'on ait l'entrée de Carmelo Hayes, on part sur un promo package où Cody Rhodes il nous parle de son rôle très important dans le film The Naked Gun qui sort cet été. Voilà, où la grande performance de Cody Rhodes se résume à cette image. Voilà, incroyable, magnifique, bravo Cody Rhodes, quelle performance incroyable. Et on est parti pour Damian Priest contre Carmelo Hayes. C'était un petit peu rigolo parce que Carmelo Hayes, il a hésité à attaquer une première fois Damian Priest dans le dos pendant qu'il faisait son entrée, sa pose sur le coin du ring. Il l'a attaqué en deuxième coup. Il l'a attaqué en deuxième temps. Donc il va prendre l'avantage sur le match. Damian Priest va faire des comebacks. Il va se montrer très menaçant vis-à-vis de Carmelo, qui va pas se laisser intimider. Et c'est vrai que pendant les 9 minutes du combat, on a eu un Carmelo qui a été particulièrement très entreprenant. Il a dominé une grosse partie des débats. Il a posé beaucoup de problèmes à Damian Priest.
Et ça donne un petit peu quand même d'espoir sur une réécriture potentielle de Carmelo Hayes, qui pour l'instant est vraiment le personnage le plus secondaire à SmackDown, alors qu'on le sait tous, c'est un catcheur incroyable. Damien Priest va réussir à amorcer ses comebacks, il va réussir à faire son flatliner sur la table des commentateurs, il va vouloir faire son old school, à la manière de l'Undertaker en marchant sur les cordes, et là, Aleister Black va se pointer, il va juste se contenter de faire trébucher Damien Priest, disqualification, Damien Priest remporte le combat, et il va derrière lui porter un gros Black Mass, et Carmelo Hayes va préférer prendre la fuite. Voilà, au revoir Carmelo Hayes, qui a pas voulu se mêler de quoi que ce soit avec Aleister Black. Aleister Black remporte une nouvelle grosse bataille contre Damien Priest. Je ne sais pas si ça débouchera sur un programme entre les deux à SummerSlam. Je rappelle, SummerSlam c'est sur 2 nuits, il y a la place pour mettre beaucoup de combats. Est-ce qu'ils vont construire ça pour SummerSlam? Est-ce qu'ils vont garder ça pour le SmackDown juste avant SummerSlam, en grosse attraction? Quid? À découvrir. J'ai peur que ça paye pas pour SummerSlam. Dans un instant, Stephanie Vaquer va catcher, c'est incroyable, en 1 contre 1 contre Alba Fire, mais pas Raw. Elle catch à SmackDown, toujours dans le cadre des transferts Erasmus, je sais pas. Sur le papier, c'est pas un si mauvais match, c'est pas déconnant. On aura surtout ce match-là, que dès lors qu'il a été annoncé, j'ai fait « Wow, la vache !» 4-way tag team match pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat des Wyatt Six. DIY contre les Motor City Machine Guns, contre Fraxium, contre Andrade et Phoenix, qui font la grosse sensation depuis quelques semaines à SmackDown. On a un petit promo package des Wyatt Six qui nous disent qu'ils sont les champions parce qu'ils sont unis par le sang. Alors ils sont pas frères, mais ils sont unis par pas mal de choses, pas mal de drames qu'ils ont dû vivre, et ils sont prêts à répandre un petit peu leur terreur du côté de SmackDown. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, soit vous nous suivez, soit vous nous suivez pas. Si vous nous suivez pas, il y a forcément des conséquences. C'est clairement, dans cette promo, j'ai trouvé un terrain très très emprunté sur le côté heel pour les Wyatt Six. Là, je les vois pas véritablement babyface, après la manière dont ils ont remporté les titres, et la manière dont ils ont fait cette promo. C'est un petit peu le marche ou crève. Ah! Suite du fil rouge. Voilà que Solo Sikoa et sa bande, les MFT, My Family Tree, mon arbre généalogique, se radine au ring. Solo Sikoa va faire un discours très passionné sur Jacob Fatu. Il nous dit « Cet homme-là, je lui ai tout donné. Je l'ai sorti de situations totalement dramatiques dans sa vie. Et voilà que il arrête de me suivre. Il en fait qu'à sa tête. Et il refait les mêmes erreurs, en étant une fois de plus aux prises avec le système judiciaire américain. » Oh, il va loin, tu vas loin, Solo Sikoa, attention. Ça l'amuse. Il fait ses petites têtes de con à la fin. Mais il est interrompu parce que, backstage, la voiture de police est en train de revenir. Et qui accueille celui qui va sortir de la voiture de police? C'est Jimmy Uso. Et qui en sort, bien évidemment, c'est Jacob Fatu. Et le policier, il dit à Jacob Fatu, frère, après cet interrogatoire, on s'est rendu compte que t'étais totalement innocent. Donc fais ce que t'as à faire. Et Jacob Fatu, évidemment, il est bien ravi. Ils ont fait un petit design exclusif pour le t-shirt de Jacob Fatu à l'effigie des San Antonio Spurs, évidemment, vu qu'on est à San Antonio, Texas. Et Jacob Fatu, bien ravi, va arriver au ring. Pendant ce temps-là, on entend Solo Sikoa qui dit « C'est pas possible, il a payé la police. » Mort de rire, Solo Sikoa, vraiment le méchant idiot. Pendant qu'il fait son entrée, il y a Jimmy Uso qui est arrivé par derrière pour mettre des super kicks à tout le monde, c'est bien. Ils ont encerclé à 4 mecs au milieu du ring. Et c'est très efficace puisque Tala Tonga, même en étant un peu présenté fort, il va pas résister face à Jacob Fatu et Jimmy Uso qui ont été beaucoup trop efficaces à 2 avec leur super kick. On va de ce fait se retrouver avec Solo Sikoa et Tala Tonga qui vont prendre la fuite, pendant que les pauvres JC Matteo et surtout le pauvre Tangaloa se font massacrer dans le ring à coups de chaise, les malheureux. Et là, Adam Pearce est arrivé sur le rebord de l'entrée et a dit à Solo Sikoa « Alors comme ça, t'accuses des gens qui sont innocents, tu veux les envoyer derrière les barreaux, et ben c'est moi qui vais vous mettre derrière les barreaux, puisque à SummerSlam, tu vas défendre ton titre de champion des États-Unis contre Jacob Fatu dans un steel cage match. Alors, c'est un peu rigolo. Mais en fait, oui, le problème de la police, parce que je vois la bonne réflexion de Daikarion. Tu es innocent, donc va commettre un crime dans le ring. C'est pour ça que la police, elle intervient, parce que c'est arrivé en dehors de l'arène. Quand il y a un incident qui se passe avec des bagnoles, etc., quand il y a du damage de véhicules, la police, elle intervient. Quand c'est des meurtres commis dans le ring, la police, elle intervient jamais. Parce que c'est les règles du jeu. C'est la WWE. Mais là, c'était sur le parking. De ce fait, on ne sait pas. On ne sait pas véritablement qui a provoqué cet accident, même si on va avoir une petite idée. La police redébarque, puisque Adam Pearce, à la fin, il fait « Maintenant, il est à vous, faites-en ce que vous voulez. » Et Solo Sikoa, il pense qu'en effet, les policiers ils sont toujours de son côté pour dire « Voilà, il est venu, il m'a attaqué, prenez-le, mettez-le en prison. » L'acting du policier est incroyable. Il a vu ce bras tendu, avec un doigt, je le précise,
Ce bras tendu de Solo Sikoa, il l'a attrapé. Pam, sans le regarder. Hammerlock arrière, prison. Onyouf. Solo Sikoa accusé. MDR. J'en peux plus. Jacob Fatfou, il a posé avec le titre. Et le pire dans tout ça, c'est que WWE, ils étaient tellement fiers de cet angle qu'ils l'ont repassé je sais pas combien de fois. On nous remonte ce qui s'est passé mercredi dernier au Jimmy Kimmel Show, où c'est pas Jimmy Kimmel qui fait une interview de Jelly Roll et de Randy Orton, c'est Jelly Roll qui interviewe lui-même Randy Orton. Bref, c'est pas ce qu'on va retenir bien évidemment de cet angle. Drew McIntyre s'est radiné. Drew McIntyre, alors il a chambré Jelly Roll sur sa perte de poids. Il lui a dit félicitations dans un premier temps, parce que t'as quand même perdu énormément de poids depuis la dernière fois qu'on s'est vu du côté de SummerSlam, donc bravo. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait enfin, depuis que t'as perdu du poids, de voir ta bistouquette? Donc ça, c'est une attaque particulièrement vilaine de la part de Drew McIntyre. Randy Orton, ça ne lui plaît pas. Ils sont partis en bagarre, bien sûr. Bagarre entre Randy Orton et Drew McIntyre sur le plateau du show. Ils ont été se battre jusqu'à dans les coulisses. Jelly Roll, il est resté tout seul, un petit peu choc-barre. Et là, Logan Paul en a profité pour venir chambrer Jelly Roll. Il a dit, tu vas faire quoi maintenant que Randy Orton, il est pas là pour te défendre? Logan Paul, il a mis une baffe à Jelly Roll, et Jelly Roll, il a répondu d'un chokeslam à travers le bureau en carton. Ah ouais, vraiment le bureau en carton. Le gros bureau en carton. Ça a fait une bonne audience, ça a attiré peut-être des nouveaux fans. Des fans qui regardaient le Jimmy Kimmel Show et qui se disaient, mais c'est quoi ce catch? Qu'est-ce qui se passe? Vite, on va tous commander SummerSlam sur Netflix, on va tous regarder. Incroyable. Je vois les gens râler encore une fois, mais arrêtez de râler enfin. Ça vient toucher un nouveau public, vous n'êtes peut-être pas la cible, mais on est tous très ravis d'accueillir des nouveaux fans dans les rangs des fans de catch. Et ça sera rigolo dans 10 ans, si je suis toujours sur internet, de demander à ma commu comment avez-vous découvert le catch, et d'avoir des personnes qui vont me dire bah j'ai vu Jelly Roll à SummerSlam affronter Logan Paul, j'ai trouvé ça incroyable, et de ce fait j'ai regardé du catch, je suis devenu fan, j'ai tous les t-shirts de Kenny Omega, j'en sais rien, peu importe. Voilà Stephanie Vaquer. Ah, qui va affronter Alba Feu. Elle est accompagnée uniquement de Piper Niven, il n'y a pas de Chelsea Green dans les parages, on est peut-être parti pour un long match de catch. Alba Feu en tout cas, elle commence très très fort, elle fait déjà un gros saut suicide là à l'extérieur sur Stephanie Vaquer, je me dis ok, très bien, ça met des bonnes bases. Elle s'est fait retourner en 2-2 derrière, elle s'est pris le Devil Kiss, elle s'est pris le SVB, le Stephanie Vaquer Backbreaker. Et elle a perdu le match en exactement 2 minutes 02. Ça n'avait pas manqué les squash match expéditifs du côté de SmackDown et de Raw. Bah là, Stephanie Vaquer, elle a pas donné le change, ni la monnaie, elle a rien laissé à Alba Feu, la pauvre. Et derrière, Piper Niven, elle a voulu récupérer la hit, elle s'est fait dégager à l'extérieur du ring dans 2-2. Peut-être la semaine prochaine, ils feront Stephanie Vaquer contre Piper Niven, mais pour l'instant, Stephanie Vaquer, faut juste entretenir le momentum jusqu'à Clash in Paris, étant donné qu'elle a potentiellement pas de programme d'ici SummerSlam. Bien. Katie Kelly. Peut-être qu'elle va rebondir sur le fait que les Street Profits, ils étaient impliqués dans l'accident de tout à l'heure, vu qu'on les a vus, pas du tout. Alors dis, la semaine dernière, vous avez perdu les titres contre les Wyatt Six. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vous fait? Montesford et Angelo Dawkins, ils nous disent, ils ont quand même grugé pour gagner. Ils ont utilisé des subterfuges, ils ont utilisé Eric Rowan, c'est pas une victoire clean, ça laisse un goût amer. Après, elle repose une excellente question, Katie Kelly, elle dit, est-ce que vous avez pas trop le seum de pas être dans le four-way qualificatif pour des nouveaux aspirants au titre? Et là, ils ont pas le temps de répondre, ils viennent de faire chambrer par DIY. Et DIY, évidemment, c'est le même disque qui tourne en boucle. Voilà, vous avez perdu les titres, maintenant c'est les Wyatt Six, vous êtes content, on vous a prévenu, ça va être le chaos, vous auriez dû compter sur notre aide. Candice LeRae, elle en met une petite couche à Bifab qui était prête à y aller en bagarre, mais Montesford, il l'a retenu. Pour l'instant, les Street Profits restent en retrait. Dans un instant, la raison de regarder cet épisode de SmackDown, vraiment par pitié. Un excellent four-way match qu'il faut voir dans sa version intégrale par pitié, parce que ça va durer 15 minutes 37. Et je suis tellement triste que WWE ait foutu 2 coupures publicitaires dedans. Et j'ai eu la chance de trouver une version sans les cuts. Parce que si vous le regardez aujourd'hui sur Netflix, évidemment, ce qui va se passer pendant les coupures publicitaires a été retiré. Et il s'est passé tellement de dingueries, tellement de spots hyper cool pendant les coupures publicitaires. Enfin, WWE, je sais pas, faites un truc, mettez ce match à disposition pour tout le monde parce que c'est un excellent four-way tag team match où tout le monde a l'occasion de briller. Le suspense secret de partout. Fraxium a été incroyable, DIY a été incroyable, les Motor City Machine Guns, ils étaient clairement dans leur élément, et bien évidemment, Andrade et Rey Fenix, c'était pour eux, pendant la pub, alors que c'était le chaos le plus total. Il y a par exemple ce spot-là qui était super, un arrêt de Siren Crash de la part de Tommaso Ciampa sur Axiom, porté à l'extérieur du ring sur tout le monde. Trop cool, les gens étaient fous, c'est trop bien. D'ailleurs, au sujet d'Axiom, qui va se prendre un super kick là et le Fairy Tail Ending, on a appris un truc, c'était Black Christian justement, quand il était Trey Baxter à NXT, qui a expliqué que créativement c'est lui qui a créé le personnage d'Axiom, il voulait se le créer pour lui,
Et WWE finalement l'a filé à A-Kid. Donc Black Christian, il s'est fait dégager, il avait plus que ses yeux pour pleurer, le malheureux. Mais il est content, dans ses déclarations, il a dit qu'il est content que le personnage d'Axiom vit encore aujourd'hui. C'est une petite anecdote pas banale. C'est pas la première fois que WWE pique les idées données par un catcheur pour les mettre sur un autre. Le plus gros exemple pour ça, c'est peut-être le Hall of Pain de Mark Henry, qui avait été créé à la base par Brodus Clay. C'était Brodus Clay qui avait créé le concept du Hall of Pain, et finalement on lui a dit non, tu vas pas faire ça, on va le donner à Mark Henry. Ah bon, c'est tout. Full action, trop cool à la fin, ça vole des tombées, il se démerde super bien pour avoir les bonnes personnes légales à la fin du match, c'est plutôt bien foutu, le rythme est très bon. Phoenix il réussit un gros dive au-dessus de tout le monde là pour aller sur Johnny Gargano, pendant que Tommaso Ciampa va mourir dans le message, le finish de Andrade. Il y a aussi Gargano qui a mis un super kick accidentel à Tommaso Ciampa dans ce combat. Victoire de Andrade et Rey Fenix, à peine le temps de célébrer que les graphistes avaient déjà fait leur taf. La semaine prochaine, Andrade et Rey Fenix challenge les Wyatt Six. Et ils arrivent quand même avec un immense momentum pour aller les affronter. Ce serait un peu étonnant que ça s'arrête déjà là pour Andrade et Rey Fenix, parce que je vois pas les Wyatt Six dropper les titres aussi vite. Peut-être un match qui se terminera avec rien du tout. Alexa Bliss la semaine prochaine affronte Roxanne Perez, suite directe au combat entre Charlotte Flair et Raquel Rodriguez un petit peu plus tôt. Tout le programme va se construire visiblement du côté de SmackDown. Randy Orton et Jelly Roll seront de retour, ainsi que Drew McIntyre et Logan Paul pour faire vivre leur programme très excitant. Ça sera à Cleveland, Ohio, et ça c'est intéressant parce que ce sont les terres de Logan Paul, parce que Logan Paul va se faire huer chez lui, et ça y est, ça va très vite SmackDown désormais. Cody Rhodes, il a son contrat, il a ses lunettes un peu bizarres, il est prêt à les faire signer tout ça. Et ben on est parti, Adam Pearce est au centre du ring, on a dressé la table. Il accueille Cody Rhodes, qui arrive évidemment sous les champs. Wow. Cody Rhodes, à peine il arrive au ring, lui il a pas perdu de temps. Il a signé immédiatement. Hop, clac, signature. Voilà, ça va affronter John Cena, on se défile pas, et maintenant il va parler un petit peu. Avant d'amener John Cena, il va faire un petit point. Il va nous dire, on est au Texas. Vous savez, le Texas c'est un état important pour moi parce que je suis le fils de Dusty Rhodes. Mon frère c'est Dustin, il a pas dit que son frère c'était Dustin, mais il a évoqué son frère en disant mon frère et mon père sont texans. Donc évidemment le Texas c'est important pour WAM. Cheap pop, facile, bien vu Cody Rhodes. Derrière il va faire tout un discours en disant que sa position à la WWE, le mental qu'il a eu pour arriver où il était, c'était avant tout de ne jamais flancher. Et il va expliquer, il va relater un petit peu tous ses gros succès. Ce qui lui a permis d'être toujours aussi fort et de gagner autant de combats, c'est que face à tous les adversaires les plus coriaces qu'il a eu face à lui, il a même évoqué Brock Lesnar, il a dit « Je n'ai jamais flanché ». La seule fois où il a vacillé, c'est quand il avait la ceinture entre les mains et qu'il devait frapper John Cena avec. Il a flanché et à ce moment-là, il a perdu plein de choses. Et c'est très compliqué pour lui de revenir tout de suite après ça. Il y a eu un travail de remise en question, mais désormais Cody Rhodes nous affirme qu'il ne flanchera pas une seconde fois, qu'il a appris de sa leçon. Et que John Cena, il était prêt à l'attendre. Et évidemment, cette danse, elle ne peut se faire qu'à deux. Donc il demande à Adam Pearce d'accueillir, sans plus tarder, John Cena. Et John Cena fait son arrivée. John Cena, pareil, merchandising aux couleurs des San Antonio Spurs. Ça fait plaisir au public local, évidemment. Ils ont dû vendre encore plein de t-shirts pour John Cena. Et John Cena arrive, s'assoit face à Cody Rhodes. Le contrat est devant lui. Cody attend bien évidemment qu'une chose, c'est que John Cena le signe. Mais John Cena fait une révélation très très importante. Il nous dit « Je peux pas signer ce contrat, Cody Rhodes, parce que, malheureusement, je ne pourrai pas être présent physiquement à SummerSlam. J'ai un engagement avec Netflix, on doit tourner un film, donc de ce fait il dit Netflix est au courant, vu qu'on est diffusé en partie sur Netflix. Je ne pourrai pas être présent, ça me met dans une situation embarrassante, je fais trop de choses à la fois, je suis breakdown mentalement, je pourrai pas être à SummerSlam, je m'excuse. » Il propose même dans toute sa déballe, dans toutes les excuses qui se trouvent, et je reviendrai dans un instant sur ce plan de caméra que j'ai trouvé un petit peu fou, de faire ça à Clash in Paris. Alors je pense que les gens à Clash in Paris, vous seriez ravis. De faire ça à Perth, en Australie. Mais non, je peux pas le faire à SummerSlam. Je m'excuse. Et là, en fait, WWE, ils ont fait un split screen. Qu'ils ont pas séparé par une bande blanche, bizarrement. Ils ont fait une espèce de flou, là, entre John Cena et Cody Rhodes. Donc c'est la première fois que je vois la WWE présenter, en fait, deux catcheurs en split screen de la sorte. Et plus John Cena se cherchait des excuses, qu'elles soient réelles ou pas, peu importe, le visage de Cody Rhodes a commencé à se foncer de plus en plus. Et quand il dit justement Cody Rhodes, il a été trop gentil, il a flanché une fois, là c'est un Cody Rhodes qui veut plus rien laisser passer. Donc John Cena une dernière fois s'excuse, Cody Rhodes il est à bout, il repose le stylo, il est prêt à se barrer de John Cena. Il s'excuse auprès des fans, il ne signera pas le contrat, il ne sera pas à SummerSlam et il se casse. Et là pour Cody Rhodes c'est trop. Cody Rhodes, le sang n'a fait qu'un tour, il a été chercher John Cena par le slip bar, il l'a poursuivi dans la rampe d'entrée.
Pam! Il a commencé à lui foutre des bourre-pifs. Grosse bagarre, Cody Rhodes, il prend l'avantage. John Cena, attention, il est pas en reste. Il se défend un petit peu, ça envoie Cody Rhodes dans l'escalier d'acier. Il va rechercher sa ceinture, John Cena, il enlève son t-shirt. Il fait ok, t'as pas voulu me prendre au sérieux. Putain, tu vas comprendre Cody Rhodes, tu vas comprendre ta leçon. Il prend sa ceinture, il veut frapper Cody Rhodes avec. Cody Rhodes, il esquive. Et d'une manière que j'ai trouvé tellement smooth et tellement classe, Cody Rhodes, il va mettre un coup de pied dans la ceinture, elle va voler en l'air. Il va la récupérer. Et il va porter cette fois-ci un coup de ceinture au visage de John Cena. Ce coup de ceinture qu'il n'avait pas fait la première fois à SummerSlam. Là, attention, c'est pas terminé. On installe John Cena sur la table qui était prévue pour la signature de contrat. Et Cody Rhodes, il tient tellement au contrat qu'il va le prendre dans la main. Il va monter sur la 3e corde avec. Et il va faire un splash à travers la table qui servait pour la signature. Le fait qu'il fasse le splash avec le contrat, j'étais MDR. Et là, Cody Rhodes, il fait ce truc qui est vraiment très cool. Il va lui-même prendre la main de John Cena pour signer ce putain de contrat. Et il va dire à John Cena, non seulement tu viens à SummerSlam pour m'affronter, mais surtout tu viens de signer un match de championnat qui sera un street fight. Tout peut arriver de ce fait. On ne sera pas obligé de faire un ref bump et de justifier des trucs avec des entrées de Travis Scott, mais ça sera une situation totalement ouverte. John Cena contre Cody Rhodes est donc officiel, parce que Cody Rhodes a forcé le tir, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera des excuses de tournage de film ou autre qu'a annoncé John Cena, qui, on se doute, cherchait peut-être à se défiler face à Cody Rhodes. Alors voilà, la grande question, elle est là. Cody Rhodes, il va poser avec le titre. John Cena, il va terminer quand même le front ensanglanté, tu vois, sur le contrat. Mais j'ai lu énormément de choses, il y a un gros débat qui s'est animé. Est-ce que John Cena va tourner face dans ce match? Est-ce qu'il va y avoir un double turn? À mon sens, si ça, c'est un élément suffisant pour vous pour amener un double turn, je trouve que c'est très très mal exécuté de commencer là-dessus, pour le double turn. Ouais, je lis les double turns. Parce que Cody Rhodes, à mon sens, il a rien fait de mal. Voilà, Ludivine. Ah, t'as trouvé un Evoli? Ah, il faut que je capture un Evoli après, c'est vrai que je cherche des Evolis. Merci Ludivine, merci. Excusez-moi pour cette petite incartade Pokémon Go. Il y a des bonsoirs Ludivine, de ce fait. C'est vrai que je dois prendre des Evolis pour faire évoluer les miens et faire step up. J'ai besoin de bonbons Evoli. Merci Ludivine de m'avoir prévenu. Cody Rhodes, à mon sens, il a juste agi de manière logique. Les bullshit de John Cena, on n'en peut plus depuis qu'il est revenu, et les bullshit sur bullshit. Les excuses de film, etc. Enfin, on a un babyface qui va pas se laisser marcher dessus. Et qui en a marre d'être pris pour un con. D'être pris pour un mec trop fade, trop lisse, etc. Comme John Cena aurait pu l'être à l'époque. Juste, il veut se venger. Juste, il en a marre. Il est à bout. Il est prêt à tout péter. Donc pour moi, ça, juste cet élément-là, pour justifier un double turn à SummerSlam, c'est pas forcément cohérent. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs pour nous l'expliquer plus tard. Peut-être que pendant le match, on aura des éléments pour... Mais à mon sens, Cody Rhodes, il a juste correctement agi pour pas se laisser faire par un John Cena qui est quand même arrivé pour annoncer une mauvaise nouvelle de merde. Je peux pas catcher à SummerSlam parce que j'ai un tournage, parce que je suis un part-timer, parce que ceci, parce que cela. À mon sens, c'est totalement bullshit. Et l'épisode de SmackDown s'arrête ici. Après, ils vont essayer de mettre, je pense, un immense payoff à ce combat. On l'a eu déjà à WrestleMania. On est resté un petit peu sur notre fin. WWE, en effet, dans l'idée de vouloir un petit peu choquer les gens, c'est pas impossible que ça soit la finalité en soi. John Cena, on le pressent quand même terminer son run en tant que babyface. Cody Rhodes, ils ont peut-être une idée de le faire tourner heel down the road avec l'aide de The Rock ou j'en sais rien. On le découvrira. C'est quand même dommage de se passer de ton babyface poster boy quand on sait que l'autre vient travailler une semaine sur 8. De toute façon, on a encore le temps. On a encore 2 grosses semaines pour le build-up de SummerSlam, même si on se doute que John Cena va pu être impliqué dans les weekly. À voir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si ce n'est pas à regarder SmackDown, au moins à m'écouter. Et ça fait plaisir. Merci pour tous les excellents retours que j'ai eus sur les grosses vidéos de cette semaine. Que ça soit la review de All In, que ça soit la review de WWE Evolution. Il y a eu des très très chouettes mots. Merci à tous. Le catch ne prend pas de vacances. On poursuit également, en plus de ça, sur Twitch avec le G1 Climax. Voilà, qui a déjà commencé. On a fait le live rec de la journée 1. On fera la journée 2 demain matin. Pour YouTube, il sera trop tard, évidemment, vu qu'on sera en rediffusion demain. C'est tout pour WAM. Merci du fond du cœur. SmackDown Recap! Restez fort YouTube. Ciao, bye bye.